Quand on prend du temps pour soi-même, on apprivoise le silence, le silence de l'esprit, le silence de l'âme. Contempler le silence nous permet d'orienter nos pensées, diriger nos pensées comme si on accompagnait le flot d'une rivière. On laisse nos pensées avancer avec facilité, avec douceur, sans forcer. Et les pensées nous amènent dans l'expérience, un état d'être. Et si j'imagine que la rivière de mes pensées est une rivière de paix, je peux visualiser son courant qui avance lentement dans un paysage paisible, calme. Et j'entends alors mes pensées ralentir. Mes pensées qui avancent lentement, qui prennent leur temps. Et mes pensées sillonnent le paysage. Mes pensées se promènent. Et la rivière de mes pensées est une rivière de paix. Et juste le calme de cette rivière apaise tout ce qui l'entoure. Si j'imagine la flore et la faune, la rivière leur donne une expérience de paix. Et le courant de mes pensées est paisible, profond. Comme si la nature tout entière contemplait cette rivière de paix qui traverse le temps. Et ce courant de paix, cette rivière de paix, s'emplit tout à coup d'une joie très profonde, comme si la paix avait nettoyé toutes les saletés de l'eau, de la rivière. Et mes pensées courent librement.
comme si la rivière commençait tout à coup à chanter, comme si elle dansait. Et le son de la joie, du bonheur qui anime le courant de mes pensées, qui influence le paysage tout autour. Des oiseaux qui volent, des animaux qui courent, mais le tout dans une danse de bonheur. Et la rivière est heureuse. Les pensées coulent. La joie devient la danse des rapides, mais sans jamais perdre cette paix sous-jacente, ce silence de l'âme. Et la danse de la rivière, le chant du bonheur des pensées, exprime toute la lumière de l'âme, mon état d'être, l'expression de ce que je suis lorsque je suis heureux. Le bonheur de l'esprit, libre comme le courant d'une rivière. Et ce bonheur me transporte. Il m'amène directement dans une zone beaucoup plus profonde, plus vaste. Comme si la rivière n'avait plus besoin de courir et de danser, mais plutôt de prendre sa place, de s'étaler. Et elle devient large, généreuse et amoureuse. Et tout à coup, la scène change de nouveau. Et cette rivière qui apporte avec elle la douceur de la paix, la joie du bonheur. Se pose et devient comme un immense cœur. Une eau claire, transparente, pure. Un état dans lequel les pensées émanent de l'amour. Et juste avant d'aller rejoindre l'océan, la rivière génère une vague d'amour. Et toute la nature ressent cette gratitude. La paix, le bonheur, qui se transforme en amour. Un amour riche, un amour puissant, un amour libre. Un amour qui donne à tout ce qui l'entoure la force de grandir,
Et c'est cette rivière d'amour qui donne à la nature toute la richesse, toute la lumière qui se transforme en sève et qui fait grandir. Et dans cette vallée de l'amour, traversée par une rivière d'amour, mes pensées sont comme un courant d'amour qui s'offre au monde entier. Un amour lumière. Un amour qui nous transporte avec légèreté. Et on devient comme l'air, transparent et invisible, mais d'une puissance infinie. Parce que c'est l'air qui nous transporte plus loin et au-delà. C'est l'air qui nous élève. La subtilité de l'esprit et la légèreté du cœur. L'amour m'élève. Et je me fonds dans un ciel d'amour. Bonsoir. Alors, tout le monde a une descente de rivière agréable. Pas trop de cailloux et de rencontres, pas trop de crocodiles ou de rencontres indésirables. Alors, bonsoir, je m'appelle Eric. Je pense que certaines viennent pour la première fois, je pense. Alors, bienvenue. Toujours agréable de voir des gens courageux qui affrontent les températures glaciales et qui arrivent à nous trouver dans notre local chauffé au bois de l'amour et du bonheur et de la paix, à défaut d'avoir un meilleur chauffage. On aborde tous les mercredis des thèmes qui, en fait, nourrissent notre méditation de la semaine ou nos intentions de développement personnel. Toutes les approches spirituelles visent toujours à ne pas seulement nous conforter dans ce qu'on est, mais nous aider à être meilleurs. Et quel que soit le thème qu'on aborde, c'est toujours une façon de jouer un peu avec un tremplin, une idée qui peut nous amener plus haut, plus loin. Et toutes les valeurs qu'on aborde dans les discussions du mercredi soir sont souvent des valeurs auxquelles on est confronté un jour ou l'autre. Des fois, les valeurs nous font du bien, puis on aime ces valeurs, la paix, l'amour, le courage. Et des fois, on parle des valeurs qui nous font du mal, des formes d'ego, de colère, de passions différentes qui nous amènent dans les rapides un peu dangereuses des courants de la pensée. Et aujourd'hui, on va aborder une valeur très particulière qui s'appelle la culpabilité. Et c'est intéressant parce que c'est à peu près la seule valeur qui nous confronte à nous-mêmes de façon absolument directe. C'est une valeur un peu qui joue le rôle de probablement une glande hormonale quelconque chargée de maintenir un équilibre dans l'être. C'est un peu aussi une forme d'accompagnement de service immunitaire un petit peu de l'âme. C'est aussi un système d'alarme. La culpabilité est embauchée par une compagnie de sécurité et elle est bien en place en général pour nous signaler quand quelque chose
est là et qui ne devrait pas être là. Est-ce que vous connaissez ce genre de culpabilité? Ouais. Elle vient de temps en temps, non? Ah, ok. Très content de vous rencontrer. Tu sais qu'il y avait quand même une ressemblance dans les yeux. Comment est-ce qu'on vit notre culpabilité? Et je sais que c'est un enjeu connu. Est-ce que c'est bon ou pas d'avoir la culpabilité? Je me souviens d'une conférence à laquelle j'avais assisté à Winnipeg il y a très 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 longtemps. Et on recevait Daddy Yankee, la dirigeante du mouvement. À l'époque, elle avait 103 ans, moins 25, quelque chose comme ça. Et donc, elle faisait une conférence, et puis elle était vraiment assez spectaculaire. Il y avait une très grande assemblée, je ne sais plus combien de personnes dans l'auditorium était plein. Il y avait des ministres qui étaient venus spécialement pour l'écouter aussi, du gouvernement en place. Elle était vraiment assez impressionnante, j'admets, dans sa... fait une belle conférence, puis les gens étaient très enthousiastes, puis il y avait plein de questions. Puis tout le monde était vraiment assez satisfait jusqu'à ce que quelqu'un pose la question mais là, qu'est-ce qu'on fait avec la culpabilité, puis comment on peut se défaire de la culpabilité, etc. Puis on sentait vraiment un cri du cœur de quelqu'un qui voulait vraiment ne plus se sentir coupable. Et Daddy, d'une grande fleur adorable et douce, s'est transformé tout à coup en une espèce de juge, la Cour suprême, en disant c'est très bien la culpabilité, ça te montre au moins que tu fais quelque chose de mal. Puis là, il y a eu un froid dans la salle, on a dit oups. Mais en même temps, moi j'entendais ça, je me disais oups, c'est pas probablement la réponse que la personne espérait. Mais en même temps, je me suis dit c'est tellement clair et j'aimais tellement son approche de ne pas vouloir faire plaisir à l'autre, mais de lui dire simplement ok, là ça va pas te plaire la réponse, mais malheureusement la culpabilité a une utilité très très efficace. Et la façon dont je le vois personnellement, je n'ai pas lu les définitions, peut-être que des psys ne seraient pas d'accord avec moi, ou d'autres personnes définiraient la culpabilité différemment. La culpabilité est un petit peu notre réaction émotive face à notre incapacité d'être en lien avec nos valeurs profondes. Et le moment où on se détache de nos valeurs profondes, il y a un système d'alarme qui vient nous dire « Hello ». Là, tu t'éloignes, tu es dans une zone qui est en train de te défaire de ta valeur profonde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour qui la valeur profonde n'est pas très profonde. Donc leur culpabilité va être très étrange. Un exemple, un voleur. Je pense à ça parce qu'on a eu un problème avec le guichet automatique et la police me demandait les vidéos, je ne sais pas trop quoi. Puis on a déjà capté ici sur vidéo des gens qui rentraient avec un marteau pour sortir de l'argent du guichet automatique. Moi, j'utilise une carte, c'est beaucoup plus simple. Mais eux, apparemment, ils pensaient qu'avec un marteau, tu peux sortir de l'argent. Ça n'a pas marché. Mais l'idée était que je me disais, en fait, la culpabilité d'un voleur, c'est qu'il se sent coupable d'avoir raté son coup. il a essayé de faire un cambriolage, puis il n'a pas bien réussi, puis... il ne se sent pas bien, il s'en veut vraiment, il a raté son coup. Ça montre que sa valeur est tellement étrangement négative qu'il va même se sentir coupable pour ne pas avoir réussi à être aussi négatif qu'il aurait souhaité l'être. Ça, c'est vraiment tordu comme culpabilité. Avec un peu de chance, on n'est pas là-dedans, on est dans des culpabilités face aux valeurs plus positives. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu notre boussole, la culpabilité qui nous indique quand on perd le nord. Et quand on n'est pas aligné avec des valeurs auxquelles on veut adhérer, la culpabilité surgit. Alors évidemment, si nos valeurs sont basses, négatives, la culpabilité est vraiment à la limite inutile à ce moment-là. Mais dans le cas où nos valeurs sont des valeurs humaines, spirituelles, vraies, profondes, à ce moment-là, la culpabilité va être un indice très intéressant pour nous mettre en garde. Et ce qu'on voit souvent, c'est que la culpabilité nous donne en fait souvent trois options. Une culpabilité qui surgit va soit générer des émotions négatives et on pourrait multiplier ces sentiments négatifs
et se baigner dans la culpabilité et l'augmenter, la répéter, la vivre, l'accumuler et en faire un monstre qui risque de nous causer bien des soucis. Et ça, c'est une mauvaise utilisation de la culpabilité qui, à long terme, développe des traits de faiblesse dans l'âme. Parce qu'on va gérer à ce moment-là la honte, le regret, le remords, le repentir. Après, c'est la dévalorisation de soi. Des gens qui vivent avec beaucoup de culpabilité. Parce qu'il y a des gens qui vont se culpabiliser à outrance. Donc, ils vont tout à coup excessivement se sentir coupables. Et la culpabilité va engendrer une autre culpabilité. Une culpabilité va dire « Ah, c'était pas bien. Ah, je suis pas bon. Ah, j'ai mal fait. » Et la fois d'après, tu vois, j'ai encore fait pire. J'ai encore mal fait. Et là, on creuse tout à coup un courant ou une espèce de... le nid d'une rivière qui nous amène dans vraiment une culture de la culpabilité. Et cette culture de la culpabilité façonne le visage de la honte, l'attitude de la honte, le caractère de la honte, le sentiment de remords, comme si on n'était pas mordu suffisamment une fois, donc on remord encore une fois. Puis la culpabilité, c'est ça, c'est que tu as fait une erreur, mais tu la répètes dans la tête plusieurs fois. Donc on se remord constamment. Et ensuite vient la destruction de tout ce qu'on appelle un peu, que quelqu'un m'avait appelé une fois, l'escalier de soi. Et on dégringole l'escalier de soi. On perd l'estime de soi, la confiance en soi, le respect de soi, etc., etc. Et ça, c'est simplement causé par la culpabilité qu'on n'a pas su gérer. À l'inverse, il y a une culpabilité qui naît et une réaction opposée devient, on va l'enfouir, cette culpabilité. Puis on va la cacher, puis on va faire en sorte qu'elle ne fait plus sonner le système d'alarme. Parce que ça m'énerve, le système d'alarme. Puis les gens vont croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec moi. Puis ça, il ne faut pas que ce soit comme ça. Et donc, on va étouffer la culpabilité. Et là, on développe complètement l'antithèse de ce qu'on a décrit tout à l'heure. C'est pas la honte, c'est pas le remords, c'est pas le repentir. Ça devient tout à coup l'arrogance, l'ego, la malhonnêteté. Ça devient tordu un petit peu. Ça devient le mensonge. Ça devient la fausseté, la non-authenticité, prétendre. Ça devient un jeu compliqué. On dit un mensonge entraîne 10 mensonges. Pour couvrir un mensonge, il faut en dire 10 autres. Moi, quand j'avais entendu ça, ça m'a libéré du mensonge pour toujours. Je me dis, c'est trop compliqué. Parce que le moment où, par exemple, tu arrives en retard puis tu veux sonner une mauvaise excuse, après c'est compliqué, là, parce qu'il faut étoffer ta mauvaise excuse avec plein d'autres détails, puis ils sont tous aussi faux que l'excuse qui est mauvaise. Donc on m'a toujours dit, c'est beaucoup mieux de dire la vérité. Tu n'as pas à donner 10 mensonges pour justifier une vérité. Alors la culpabilité refoulée devient vraiment à l'inverse de la destruction de l'estime de soi. Ça devient la construction d'un ego protecteur qui a comme seul objectif de faire en sorte que je ne me vois pas dans ma faiblesse. Ça, c'est extrêmement dangereux. On a malheureusement beaucoup d'exemples de ça autour de nous, en politique, dans toutes sortes de domaines. C'est une réaction humaine normale, mais pas souhaitable, parce qu'à long terme, elle a autant de dommages que l'autre. L'autre, la culpabilité qui va devenir compulsive et enfouissante, ou elle va nous noyer dans la culpabilité, détruit l'image de soi, et on le fait en public. Donc on devient faible publiquement, et on s'auto-détruit toujours aux yeux de l'autre. On se rabaisse tout le temps. On n'a jamais la capacité d'avoir la conviction qu'on est bien, on se dévalorise aux yeux des autres, donc on louange beaucoup les autres, on s'agenouille devant tout le monde est parfait, et moi je suis absolument nul.
Ça veut dire qu'on a une culpabilité dont on n'a pas réussi à gérer. Et à l'inverse, si on a une culpabilité qu'on ne veut pas voir parce qu'on a peur de ce qu'a dit par rapport à moi-même, ben là on développe des carapaces qui sont dangereuses parce que ça peut être des formes d'expression de violence verbale, émotive, d'agression. On ne veut pas que les gens viennent percer l'image que je suis absolument parfait parce que je ne veux pas me sentir coupable. Et donc, on ne veut pas toucher à ça. Donc, ça devient deux options, évidemment, non recommandables. Et la question est, quelle est la troisième option? Je sais, vous savez très bien, tout le monde a sûrement déjà bien réfléchi à tout ça. Excuse-moi, c'est comme le 2 négatif dans le sens... Oui, les deux sont négatifs. Ah, la troisième, peut-être ça peut être positif. On va espérer que la troisième soit positive. C'est comme moi-même quand, par exemple, j'ai dit quelque chose ou fait quelque chose de mal, sans intention, de bonne intention, mal faire à la fin. C'est comme je me sens coupable et ça m'a donné le courage de dire à moi-même que j'ai fait une faute ici ou excuser de l'autre. Alors donc il y a une façon de gérer la culpabilité différemment. Et ce qui est de très intéressant, c'est que la culpabilité est la réaction à ce que je fais moi-même. C'est pas une réaction à ce que les autres me font. À l'exception de certains cas d'abus, dans lesquels, malheureusement, dans certains cas d'abus, l'individu va traduire ce qui lui arrive comme étant la preuve qu'ils sont mauvais. Ça, on ne rentrera pas là-dedans. Ça, c'est vraiment une culpabilité pathologique difficile et complexe. Mais la culpabilité, généralement, est liée simplement à ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Se sentir coupable de penser, ça s'efface assez rapidement. Personne ne l'a entendu, donc c'est pas trop grave. Culpabilité par rapport à ce que je dis, ça devient un peu plus compliqué. Par rapport à ce que j'ai fait, c'est encore plus... Il y a des marques qui sont encore plus grosses. Et donc, gérer la culpabilité, en fait, c'est que la culpabilité, dans la troisième façon, à mon avis, de répondre à la culpabilité, c'est de l'utiliser pour exactement ce à quoi elle sert. Et à mon avis, la culpabilité sert à m'indiquer que je suis dans une zone de danger et que je suis en dissociation par rapport à mes valeurs véritables, authentiques, pures, dignes. Tu sais, la culpabilité, pour moi, c'est le gardien de la dignité. Savoir apprécier la culpabilité pour me dire merci de défendre ma dignité. Et à ce moment-là, ce qu'on défend, c'est pas la peur de perdre la dignité, ni la volonté de prétendre à être digne alors qu'on ne l'est plus, mais c'est de se dire comment je développe une attitude convenable en ligne avec ma dignité. Et évidemment, une des premières choses qui va devoir être faite, c'est l'acceptation de ce qui a causé cette culpabilité, la reconnaissance de ce qui a causé cette culpabilité, l'imputabilité de la chose, donc l'excuse, demande de pardon ou se demander pardon des fois à soi-même aussi. Donc être conséquent par rapport à la cause qui a généré la culpabilité, puis ensuite de comprendre que cette culpabilité va m'aider à faire en sorte que ce qui l'a causé ne se répète pas. Et c'est là où ça devient un contrat difficile. Parce que si je n'ai pas une volonté de changer, en fait, on ne sait pas quoi faire avec la culpabilité. Parce que la culpabilité oblige une réparation et, si possible, une non-répétition. Parce que la culpabilité dit, écoute, je t'aide, hein, ce que tu as fait, c'est pas bien, ou ce que tu as dit, c'est pas bien, mais répète-le pas constamment, parce qu'à un moment donné, la culpabilité, elle marche plus. Quelqu'un qui répète constamment la même erreur
va à un moment donné tomber dans le refoulement de la culpabilité. Parce qu'il ne peut plus écouter à chaque fois le sermon qui vient nous dire, pensez aux enfants avec les parents. À un moment donné, chaque fois qu'on fait une erreur, le parent revient, dit la même chose. À un moment donné, l'enfant, s'il n'est pas prêt à changer, ben là, il va commencer à vouloir déjouer la venue de la maman qui va lui dire quelque chose. Donc, il va cacher l'erreur, il va tricher d'un avantage. Donc, il va dans le scénario négatif comme ça. Alors, la culpabilité, si je l'accepte comme étant la protectrice de ma dignité, ben, je vais devoir lui dire, OK, c'est quoi le problème? Et là, je vais lui dire, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là où les gens ont beaucoup de mal à gérer la culpabilité, c'est parce qu'ils n'ont pas les outils pour se transformer. Et on n'a pas la capacité de dire, OK, comment je fais pour ne pas répéter l'erreur? Parce que la loi est très simple. Pourquoi il y a eu une erreur? Parce qu'il y a eu une faiblesse. La culpabilité ne me donne pas de force. La culpabilité fait juste mettre le doigt sur la faiblesse. Toi, tu fais « ouch ». Tu sens que, OK, il y a un problème. Mais la culpabilité en soi ne donne pas de pouvoir. Fait juste sonner l'alarme. Pouvoir, c'est les policiers qui arrivent, les pompiers, les ambulanciers pour nous aider là, à réparer le dommage. Donc, le fait de changer est difficile parce qu'on se sent impuissant devant ce qui a causé notre culpabilité, c'est-à-dire l'erreur, le mal, pas d'autres mots, l'erreur en fait, c'est souvent ça, c'est l'erreur, le vice, la faiblesse, c'est ce qui a déraillé, on a dit la mauvaise chose, on a fait une mauvaise chose, on se sent coupable. Maintenant, ce qui a mal été dit, ce qui a mal été fait, vient d'une faiblesse. On a été faible à ce moment-là. L'âme n'a pas l'énergie nécessaire pour bien agir, pour mieux résister. On dit souvent ça dans le catholicisme, c'est une expression terrifiante, résister à la tentation. C'est dans les prières. Mais c'est ça la force. C'est quand tu as une tentation, une pente, puis tu as la force de ne pas te laisser aller là-dedans. D'où vient cette force? Comment est-ce qu'on se la réapproprie? Et donc, la culpabilité nous dit, attention, tu as fait une erreur, tu es en train de te dissocier de tes valeurs, tu n'es pas digne dans l'image que tu veux maintenir, de ton respect envers les autres, de ton respect envers toi-même, de ton attitude aimante, sympathique, généreuse, humainement noble. Donc, tu es en train de dévier de ça. La seule voie, la solution de gérer la culpabilité positivement serait, OK, 1, je reconnais, 2, je répare, et 3, ben, je répète pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire seulement s'il y a une motivation à s'améliorer, à se transformer. Donc, il faut qu'il y ait une intention, une démarche qui soit là. Et si la démarche est là et l'intention est là, on peut aller chercher des outils. Et donc, là, on arrive, comme toujours, au 7501 Saint-Denis, dans un centre de Raja Yoga, à la recherche d'outils. Je manipule tout le temps gentiment, mais le seul but de nous démontrer qu'est-ce qui se passe, c'est de nous faire comprendre à chaque fois, je pense, et je me parle à moi-même, que tout ce qu'on fait dans notre démarche spirituelle revient toujours un peu à la même chose. Aller se chercher la façon de retrouver la force d'être meilleur. Et c'est ça qu'on appelle, nous ici, la matière première qu'on propose, c'est ça qu'on appelle le yoga. Le yoga, c'est pas un tapis puis des exercices, on fait pas ici, ça l'est dans bien d'autres formes de yoga. Mais ici, le yoga, c'est une gymnastique de l'esprit pour que l'esprit retrouve une forme forte, capable de gérer les attaques du temps, de la matière, des autres, de mes faiblesses, etc., etc. Donc le yoga, c'est la capacité mentale à surmonter les obstacles, la difficulté, le découragement, la souffrance, la peine, etc. Et ce yoga-là,
qu'on peut définir aussi comme étant une connexion, bien, il est généré par des outils. Il faut aller chercher des outils. Et dans la question de la culpabilité en particulier, moi, ce que je retiens quand j'y pense, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai appris dans le Raja Yoga par rapport à ça? C'est 3 choses. 1, la première pensée qu'on essaye de développer, c'est le passé appartient au passé. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est de se dissocier du passé. Exactement comme le médecin qui fait face à une plaie béante, pleine de sang, doit prendre un certain détachement. Il ne faut pas qu'il regarde ça comme oh my God! C'est comme s'il se met à lui-même tomber dans les pommes dès qu'il voit une goutte de sang, ben là, il faudrait qu'il change de profession. Alors, devant l'action qui est toujours dans le passé, on est coupable, on se sent coupable par rapport à quelque chose du passé en général, pas par rapport à l'avenir. Donc cette culpabilité, moi je me dis, la première chose qu'on m'a appris, c'est le passé appartient au passé. Tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est fait, c'est fait. Le passé est passé. Il faut déjà lui redonner son statut. Tu es déjà dans le passé. Le remords, c'est justement de ramener le passé dans le présent encore et encore, puis de revivre le passé sans arrêt. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, puis qu'est-ce qu'elle a dit? Puis on le revit sans arrêt, sans arrêt. On est rayé comme un disque qui répète sans arrêt l'émotion. Donc la première chose, c'est de se dire le passé, c'est le passé. La deuxième approche, c'est en fait tout simplement de se dire, non seulement oui, je vais m'excuser, oui, je vais demander pardon, réparer, etc., mais c'est en fait, quelle est la construction, et là j'emploie un terme karmique, que cette culpabilité va pouvoir me permettre de faire. C'est-à-dire, si je me sens coupable par rapport à une pensée, une parole ou une action négative, quelle serait alors la pensée, la parole ou l'action positive que je dois faire? Parce que le meilleur remède pour la culpabilité, qui est en fait non pas le remède de la culpabilité, mais on ne veut pas soigner la culpabilité, on veut soigner la cause de la culpabilité, le meilleur remède, c'est de faire exactement l'inverse. Demander pardon, c'est sûr, c'est important. S'excuser, c'est sûr que c'est important. Mais ça fait juste neutraliser l'émotion de culpabilité. Ça ne l'empêchera pas de se répéter. Et ça ne réparera pas non plus l'entaille qui a été faite dans la mémoire de l'âme. Parce que toute action négative laisse une entaille, une marque. Et cette marque devient une faiblesse. C'est comme si on a une corde tendue, puis on a un petit coup de couteau dedans. Ça affaiblit la corde. Puis un autre coup de couteau, ça affaiblit encore plus. Puis un jour, la corde, elle craque. Dans le karma, l'action négative affaiblit l'âme. La seule façon dont elle peut se sortir de ça, c'est de créer des actions positives pour retrouver la force. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui nous empêche de s'améliorer, c'est le fait qu'on est déjà faible. La preuve, on fait des erreurs. Transformer veut dire retrouver de la force. Puis là, on se dit, j'en ai pas, je suis fatigué, je ne sais pas comment faire. Et là, le yoga va nous aider à créer une intention pour aller faire des actions positives, contraires à ce qu'on a fait. Parce que la culpabilité nous indique qu'il y a eu une mauvaise action, une mauvaise pensée, une mauvaise parole. Bien, peut-être que c'est le temps d'apprendre à faire des bonnes actions, des bonnes paroles, des bonnes pensées. Et donc, l'approche de la déculpabilisation va passer par, ensuite, des actions positives. Et c'est là où on perd beaucoup de monde parce que les gens veulent juste s'excuser, s'éliminer la culpabilité, se faire dire, c'est pas si grave, t'es humain, tout le monde fait ça. Ok, je me sens mieux maintenant, c'est bon. On n'a rien réglé, là. On a juste effacé un petit peu la culpabilité, donné un bon petit verre de vin. Ok, super, c'est cool. Puis le lendemain, le temps, tout ça efface. Le mal, la source est toujours là. Et tôt ou tard, la même chose va se répéter. Et la même chose va se répéter. Puis on continue.
Puis on trouve toujours un bon samaritain pour nous écouter. Puis moi, non, c'est pas si grave. Écoute, t'as été humain, qu'est-ce que tu veux? On est faible, on est tous comme ça. Et là, on trouve plein de thérapeutes pour nous faire en sorte que la culpabilité soit très correcte. Tout le monde en a, donc t'es correct. Ah bon, ben c'est bon, on continue. Alors, la Daddy Yankee qui sort, elle dit non, non, c'est pas bon ça. Moi, je ne vais pas te dire ça, puis je ne vais pas te faire croire que tu es correct. Non, tu n'es pas correct. Mais fais quelque chose pour le devenir. Et là, ça demande un yogi qui sort avec ses armes pour dire, OK, le dragon, il est où, là? Là, on va se battre maintenant. Parce que là, je ne vais pas recommencer à chaque fois à tomber dans le piège de la faiblesse, du manque d'énergie. Il faut que je crée de l'énergie. Et c'est là où le cheminement spirituel est intéressant, parce qu'on nous dit, ben, un des chapitres dans le Raja Yoga, on dit nous dans notre démarche philosophique, on a 4 cours. On est dans une université, puis c'est pas trop compliqué, il y a 4 cours qu'on doit suivre pour avoir notre diplôme. Puis un de ces 4 cours, c'est l'action élevée. Parce qu'on comprend que le destin de l'âme, le destin de l'être, est dessiné par la ligne des actions que je trace. Je suis responsable de mon futur. Et mon futur est défini par l'action que je pose dans le présent. Et si je fais des actions élevées, ben je crée un futur élevé. Il n'y a pas d'autre mécanique que ça. Et l'action élevée m'oblige à réfléchir, ben c'est quoi, c'est une action élevée? Et là, de se demander, on fait ça comment, une action élevée? C'est pas aller donner 25 sous à un pauvre dans la rue, c'est pas pelleter l'allée du voisin seulement, ça, c'est bien de faire ça. Mais ça se définit pas comme ça, une action élevée. Et là, on s'intéresse à les actions ordinaires, les actions faibles, négatives, et les actions élevées. Et je ne vais pas rentrer dans tout le détail de ça, parce que ce serait comme un autre 3/4 d'heure de discussion. Mais l'action élevée est définie par la qualité de la conscience lorsque je fais une action. Les plus grandes actions élevées sont celles dans lesquelles on cherche à donner de bonheur à quelqu'un. Pas à se faire plaisir, à donner du bonheur à l'autre. Une action élevée est une action dans laquelle, pendant un moment précis, j'essaye d'injecter de l'amour dans quelqu'un sans lui dire, bon, là, je vais te donner de l'amour, hein, t'es très gentil avec moi. Non, ça se fait de façon invisible, par un regard, une intention. Et l'action élevée est très minime, elle est invisible à la limite. La façon de dire bonjour, la façon d'écouter, la façon de prendre quelqu'un dans ses bras, la façon d'accepter l'opinion de l'autre, devient tout à coup une action élevée. Parce que quand on y pense, l'action négative, elle n'est pas si différente de ça dans son invisibilité. Le jugement de l'autre, le rejet de l'autre, couper la parole à l'autre de façon abrupte, des petites choses, mais qui font qu'après, on peut se sentir coupable. Moi, ma culpabilité, des fois, vient dans la façon dont j'ai réagi à la pensée de l'autre. J'ai encore des culpabilités, surtout liées à mon ego. Quelqu'un me dit quelque chose, puis je dis, bah voyons, non. Puis après, je me dis, bah Eric, comment t'as osé dire, de rejeter l'idée d'un autre avec conviction que tu détiens quoi, la vérité absolue, mon ami? Eh ben, retourne dans ta baignoire d'humilité, là, t'as besoin de te laver un petit peu. Et moi, mon ego, des fois, il me fait dire des choses, puis après, j'ai clic, culpabilité sonne l'alarme, puis après, je m'en veux. Je sais que ça paraît minime. Mais dans un cheminement où on vise une dignité un peu plus grande, il n'y a pas de place pour le non-respect de l'autre. J'entendais aujourd'hui toute la question de racisme, et qu'encore aujourd'hui, dans des parties de hockey où tu es censé t'amuser, puis pratiquer un sport, ça se termine dans les gradins avec des insultes raciales. Là, on est dans les grosses actions négatives. Mais évidemment, dans notre monde à nous, des fois, c'est plus petit. C'est juste un patron qui t'a dit quelque chose, puis toi qui dis... Puis là, tu as un jugement de colère, de violence, de réaction. Ben moi, ça sonne une toute petite alarme pour dire « Hey, pas censé réagir comme ça. Tu peux réagir autrement. » Et donc, après, on agit différemment. On va retourner voir la même personne.
Puis on peut, bon, si c'est nécessaire, on peut s'excuser, mais des fois, ils vont même pas comprendre pourquoi on s'excuse. Mais par contre, on peut témoigner d'un plus grand respect. Aller chercher une appréciation de juste une action, des fois, c'est pas grand-chose. C'est de regarder l'autre, puis de se poser la question, c'est quoi sa spécialité? Comment je définirais une bonne qualité de cette personne? Si on fait cette démarche intellectuelle, mentale, ben après on va se rendre compte que on va sourire un petit peu plus à la personne. On va l'accepter un peu mieux. On va peut-être prendre un peu plus de temps avec elle. On va peut-être accepter de lui dire, tiens, je vais chercher un café, je peux t'en apporter un? Alors qu'il y a 3 semaines, on n'aurait jamais imaginé avoir un café, ben donc te le chercher, toi. Et on aurait pensé comme ça. Donc, la culpabilité, dans un premier temps, passé, c'est le passé, mais dans le deuxième temps, c'est, OK, quelles sont les actions concrètes, les pensées concrètes, les paroles concrètes que je dois apprendre à développer davantage pour créer un pouvoir, parce que ces actions concrètes sont les seules qui vont m'amener un retour que je vais ressentir comme du pouvoir. Le retour d'un karma positif, c'est le pouvoir. Le retour d'un karma négatif, c'est la perte de pouvoir. Et si on apprend à faire des actions élevées, ben on sent qu'après, il y a beaucoup de pouvoir qui vient dans l'âme. Je suis sûr, on connaît tous ça. Il y a le pouvoir de l'amour aussi, mais des fois, faire le ménage, on ne va pas recevoir de l'amour en retour. On va se sentir bien. Sentir bien. Tu sais, si tu n'as pas envie de faire le ménage, puis ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. Puis là que tu dis, bon, ok, je vais le faire, mais comme il faut. Et là, on se met dans un bon état d'esprit, on démolit pas tout le mobilier avec l'aspirateur, on le passe gentiment, avec calme. Puis là, on se crée des pensées, déjà, en fait, je suis en train de créer une atmosphère chez moi magnifique. Mon lieu, c'est un temple. Puis là, on change nos pensées, puis finalement, on passe l'aspirateur avec bonheur, on fait le ménage avec bonheur. Ben, je suis sûr, on a tous vécu ça. Quand c'est terminé, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes ça, puis tu dis, ah, je suis content de l'avoir fait, puis ah, je suis super content. Et moi, j'avoue des fois des trucs complètement bêtes, malgré toute ma grande philosophie à Katsu, là. Mais quand venait le temps de déneiger ma voiture, c'était vraiment un supplice total, puis j'aimais pas déneiger. Puis même après avoir donné une belle conférence, j'allais derrière, puis je râlais contre la... Ça me tente pas, j'ai mal au dos, etc. Je sais pas pourquoi ça a pris aussi longtemps pour qu'un jour je me surprenne comme ça. Puis là, j'étais dans un cas où c'est moi tout seul avec moi-même, donc je fais de mal à personne, donc c'est pas grave. Jusqu'au jour où je me dis, si c'est grave, parce que j'ai pas de plaisir. Alors le jour où j'ai déclaré que, ok, à partir d'aujourd'hui, j'adore déneiger. C'est mon activité favorite. J'adore déneiger, je veux qu'il neige. Et là, bon, j'exagère, mais c'était vraiment ça. Puis après, je me suis dit, quand il fallait déneiger, yes, ok, ben on va bien le faire. Alors j'allais m'habiller en conséquence, sachant que j'allais en transpirer un coup, mettre de la musique, puis là, je me disais, ok, j'aime déneiger. Puis au début, après 3 minutes, je me disais, non, t'aimes pas ça du tout. Puis après, je disais, si, t'aimes ça, il faut que tu sois positif. Puis il y a eu vraiment plusieurs tempêtes de toutes sortes avant que j'arrive à recréer une nouvelle attitude, de me dire, non, non, j'aime déneiger. Puis j'ai fait la même chose avec la vaisselle et le ménage. C'était les 3 trucs qui vraiment n'étaient pas du tout dans mon truc. Et là, aujourd'hui, honnêtement, j'adore faire la vaisselle, j'adore faire le ménage, puis j'adore déneiger. Et je sais qu'après l'avoir fait convenablement, je ressens du pouvoir. Je me sens bien. Donc c'est pas juste de l'amour, c'est juste un karma positif. Puis le karma est défini par la pensée que j'ai quand je le fais. Parce que je fais la même chose que je faisais avant. Sauf qu'avant, quand je déneigeais, c'était un karma négatif. Je pestais contre le monde, contre la nature, contre la neige, contre le froid. Et c'est comme si à la nature, je lui donnais des coups de poing au lieu de déneiger. Tu sais, je la violentais, la nature. Elle m'a rien fait. La neige a neigé. Apparemment, il y a quelqu'un qui a dit ça, la neige a neigé. Tout ce qu'elle a fait, la neige, elle a neigé. Ben oui, elle a neigé, puis c'est très beau. Ah, maintenant, il faut la pelleter. Ça, c'est très beau aussi. Donc, l'action est la même. J'ai fait exactement la même chose. Dans un cas, c'était un karma négatif. Qu'une culpabilité venait quand même des fois dire « Allô, tu pourrais pas arrêter de râler comme ça ?»
J'exagère un petit peu quand même, mais c'était vrai. Même action, même pelletage, puis on se sent bien après. Donc la culpabilité est très bonne parce qu'elle va nous indiquer comment aller chercher des actions positives pour plus qu'on ressente cette culpabilité. Puis on veut ni la laisser aller dans la honte, la remords, toutes les faiblesses, puis on veut pas non plus l'étouffer au risque de créer une espèce d'insensibilité. Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est les culpabilités qui génèrent chez quelqu'un une insensibilité au mal. Des gens qui ont, tu veux dire, tu n'as pas de remords, tu ne te sens même pas coupable, tu fais ça en toute impunité. Des gens font des trucs épouvantables parce qu'ils n'ont plus aucune culpabilité qui vient leur signaler un système d'alarme. Donc, passer, c'est le passé. Faire des actions positives. Puis la troisième étape, c'est l'honnêteté. La capacité de réévaluer. Parce que c'est pas fini, là, il faut aller jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est, on dit, de développer un cœur honnête. Et le but de la culpabilité, c'est de nous redonner cette protection de la dignité totale. Et la petite copine de la culpabilité, c'est l'honnêteté. Ils sont toutes les deux là, super copines. Ils aiment beaucoup ça se parler. Puis la culpabilité va toujours dire à l'autre, à l'honnêteté, qu'est-ce que t'en penses? Et l'honnêteté, c'est la reconnaissance du bien et du mal sans jugement. C'est ma capacité à accepter le bien et le mauvais en moi sans me juger. Ça, c'est pas facile. C'est ça, être honnête. Honnête, c'est pas juste d'avouer son mauvais, puis de dire, voilà, je suis honnête. Ça, c'est une déculpabilisation. C'est pas toujours de l'honnêteté. L'honnêteté vraiment pure, c'est être capable d'être face à soi-même, dans un miroir, puis d'accepter et de reconnaître le bien et le mal, face à soi-même, face aux autres, mais sans jugement. Ça veut dire qu'être honnête envers quelqu'un d'autre veut dire être capable de reconnaître ses torts, mais sans se juger, sans s'abaisser. Et c'est pour ça qu'il protège autant la culpabilité et l'honnêteté, il protège la dignité. Si mon honnêteté me diminue, ben, elle est à l'encontre de ma dignité. Et c'est pour ça que des fois, l'honnêteté, en fait, elle veut seulement une déculpabilisation, qui est encore un twist du subconscient pour nous faire croire qu'on a réglé la chose. L'honnêteté pure va reconnaître, tu as eu un tort, c'est correct, mais tu n'as rien fait, tu n'as pas réparé le problème. Non? Mais je te juge pas, c'est juste, je te le dis. Et il va dire à l'autre, j'ai eu tort, et je ne suis pas guéri. Je ne peux pas te garantir que je ne vais pas faire encore la même chose parce que je ne me suis pas réparé. C'est ça l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est pas, je suis désolé, j'ai été dans le tort, mais maintenant c'est comme si je ne l'étais plus. Vous voyez la différence? C'est subtil, mais c'est une véritable honnêteté, elle est très pure. Et on dit un cœur honnête attire à la pureté, attire le bien, attire... Tout le monde va aimer les gens honnêtes. Quelqu'un qui est vraiment honnête, pas quelqu'un, je ne parle pas d'honnêteté, comment on pourrait la décrire, de cette tendance des fois à overdo it. C'est pas une honnêteté dans laquelle tu es obligé de raconter à tout le monde, tous ceux qui passent, toutes tes horreurs. Non, c'est pas de l'honnêteté, c'est de la naïveté, ça. L'honnêteté, il faut savoir quand l'utiliser en public, mais avec soi-même, tous les jours. Et nous, on a une pratique dans le Raja Yoga, on dit tous les soirs, c'est bien de faire une petite auto-évaluation. Juste de prendre le temps avant de se coucher, de se poser un peu la question, « Hey, hello, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'en ai tué combien? J'ai donné du bonheur à combien? C'est juste de faire un petit peu d'évaluation. Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Et ça, c'est de dire à l'honnêteté, « Ok, viens, je te donne le mot de la fin aujourd'hui. » Et l'honnêteté va aller chercher la culpabilité pour on le dire, regarde, ça c'était moins bien. Ok, elles se parlent tout le temps, toutes les deux. Elles sont très bonnes copines. Et si on a... Mais j'ai senti ça. Puis ça a fait un calme, ça a fait du bien. Ouais. Parce que je travaillais beaucoup sur moi, mettons, puis j'essaie de montrer mes défauts, mes
prendre conscience, bon, tout ça. Mais à un moment donné, j'ai eu cet état-là. Ah ben là, c'est ça. Mais ça m'a pris des années. Ça prend du temps, hein? Tu sais, fait que cultiver l'amour, comme méditer, mais pas de ça ici, là, mais je trouve quelque chose en dedans, là, qui fait que ça l'a permis de faire ça. D'être honnête, sans culpabilité, juste être là, observer. Ça, c'était... puis quand je pogne cet état-là, je trouve que ça fait du bien. Il y a quelque chose de calme, il y a quelque chose... sans jugement. C'est possible, en tout cas. Dit-elle avec un grand sourire. Pour ceux qui sont en ligne, vous ratez tout, mais il y a une personne qui partage un peu. Non, ça va, on donne le micro, mais le temps qu'on se lève, on n'a pas le temps. Mais ça me donne l'occasion de saluer ceux qui sont en ligne, que j'oublie à chaque fois de le faire dans les soirées. Et ceux qui sont bien au chaud à la maison et qui ont décidé de rester au chaud. Mais non, je comprends ce que vous dites, ça prend du temps avant de cultiver ça et d'arriver à ça. Mais je pense que c'est des outils utiles. Puis de se dire que dans notre démarche personnelle, il ne faut pas sous-évaluer non plus la première étape. Le passé, c'est le passé. C'est vraiment d'être capable de remettre les pendules à l'heure et de dire au passé, toi, t'es au passé. Faire des actions concrètes et ensuite essayer de se demander dans quelle mesure j'ai un cœur honnête. L'expérience qu'on fait quand on a cette démarche, c'est le sentiment d'une véritable guérison, parce qu'on est tous un petit peu malades à nos heures, de différentes façons. Et la conviction dans le Raja Yoga, c'est que l'âme a un potentiel extrêmement énorme, élevé. Et que notre souffrance aujourd'hui est de ne pas d'être très loin des fois de ce potentiel. Et moi, je remercierai jamais assez ceux qui m'ont permis de voir un peu mieux à quoi ressemblait le potentiel de l'âme. Et au départ, on ne croit pas qu'il est possible d'être une âme pure, une âme très honnête, une âme très digne. Ça veut pas dire qu'on ne va jamais faire d'erreur, mais qu'on aura une très belle attitude face à l'erreur. Et qu'on va faire en sorte qu'on va développer quelque chose de digne en soi. C'est pas un chemin facile, c'est un chemin un peu qui ressemble à l'échelle et le serpent. Et parfois, on se croit très élevé, puis la semaine d'après, t'as tout dégringolé. Tu te retrouves un peu les dents cassées à la case de départ en disant « Ouais, le grand yogi, il vient de se casser la figure. Et il faut qu'il recommence. » Mais au fur et à mesure, on apprend les raccourcis, on commence à... Oui, on l'a monté plusieurs fois la montagne, on commence à comprendre c'est quoi les étapes, mais il faut la remonter à chaque fois. Et ultimement, on développe cette capacité de voir le potentiel de l'âme. Et dans le Raja Yoga, on croit qu'une âme pure, un cœur pur, un cœur fort, un cœur honnête, et que cette capacité d'être avec soi-même transparent nous donne une force énorme face à l'autre. Parce qu'il n'y a pas de crainte face au jugement des autres. Il n'y a pas une mendicité pour obtenir le respect de l'autre ou la reconnaissance de l'autre. Il y a un abandon dans notre assoiffement d'amour. Et on devient tout à coup apte à développer un cœur plein qui sait aimer et qui n'est pas en train de mendier tout le temps un geste, une pensée ou une attitude d'amour. Mais le cœur doit être fort pour ça. Et ça, le yogi, il cherche à faire en sorte que son cœur soit pur. Parce que la pureté du cœur donne du pouvoir au cœur. Et il se remplit automatiquement. Un cœur pur va naturellement garder l'amour, l'accumuler, le développer. C'est le cœur qui est blessé, le cœur qui fuit, le cœur qui est troué, qui fait que l'amour, il le reçoit tout le temps. Mais ça part. Alors, bon pelletage, bon patinage sur la glace, et surtout bonne réflexion, en espérant que ces pensées aident un petit peu à réfléchir. Ceux qui viennent pour la première fois, c'est pas trop violent comme expérience de Raja Yoga, ça va? J'ai pas trop bouleversé. Non, c'est-à-dire moi là, c'est intense, hein, ces soirées de... Ça va, c'est dans le domaine du digeste. Hein. Oui. Très bien.
Et donc, je salue tout le monde, ceux qui sont en ligne aussi, et puis en espérant qu'on ait la chance de poursuivre. Alors, quelques petites annonces. Je vais le faire maintenant. Exceptionnellement, on a mercredi prochain d'abord une soirée spéciale, puisque c'est la Journée mondiale des femmes. Et on a invité une personne qui porte-parole d'un groupe formidable, qui est un groupe de réseautage des femmes des murs brisés, ou des murs brisés, et qui va être là et qui a une histoire personnelle très charmante et touchante. Et comme vous le savez, peut-être, les Brahma Kumaris, c'est une organisation principalement dirigée par des femmes, puis c'est un des plus grands mouvements spirituels qui met les femmes de l'avant et qui a fait beaucoup pour l'évolution du statut de la femme en Inde en particulier, mais qui, par ricochet, projette un lustre, je dirais, sur la beauté des âmes, flammes et femmes. J'aime bien toujours faire le lien avec les trois, à travers le monde. Donc, mercredi prochain, on fera une pause dans la soirée conférence. Ce sera une entrevue avec cette personne qui nous parlera un petit peu de toute sa démarche, mais aussi de ce mouvement des femmes au mur brisé, je ne le dis pas comme il faut, qui est un organisme de réseautage mondial et qui ont rejoint des groupes à travers le monde entier en ayant cette approche que le réseautage, les liens unissent et donnent de la force. Donc ça sera mercredi prochain. Il y a aussi le dimanche prochain, donc qui sera le 10 mars si je ne me trompe pas. C'est pas dimanche qui vient, c'est le dimanche après, pardon. Donc mercredi la semaine prochaine, puis le dimanche d'après, qui sera le 10 mars, on va célébrer une fête indienne, Mahashivratri. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, mais c'est toujours très intéressant de fêter Shivratri, donc une fête indienne, avec pas beaucoup d'Indiens. Mais bon, on s'amuse. Non, je plaisante. C'est une très belle fête indienne. On célèbre le calendrier indien avec Diwali, la fête des Lumières. Hein? Ouais, on a l'esprit à célébrer. Et Shivratri est une très grande fête indienne qui veut dire en fait la nuit de Shiva. Et c'est une mythologie fabuleuse qui est un peu leur Noël, parce que le Christ, Noël, c'est un peu la naissance du Christ dans la nuit. C'est le 25 décembre, c'est la nuit la plus noire, avant le Nouvel Âge, la Nouvelle Année. Et donc la célébration de la naissance du Christ chez les chrétiens est le Noël, et chez les Indiens, c'est la nuit de Shiva. Et il y a plein d'histoires fabuleuses. Qu'est-ce qui s'est passé les nuits de Shiva? Et comment, à la suite de ces nuits noires, Shiva a fait retentir la lumière. Et l'hindouisme a une histoire magnifique par rapport à Shiva. C'est qu'en fait, chez les créationnistes, on dit que bon Dieu a créé le monde, etc. Chez les chrétiens, c'est par le Verbe, je pense. Il y a eu le Verbe et ensuite il y a eu le monde. Mais chez les hindous, c'est beaucoup plus joyeux. Et ça s'est fait avec la danse. Et ils disent qu'un jour, Shiva s'est mis à danser. Et les étoiles ont trouvé ça tellement incroyable, c'est tellement beau que le monde est né, la danse de Shiva. Shivratri. À ne pas manquer. Alors, ça sera le dimanche, donc 10 mars. Et sinon, des cours de méditation commencent en français les lundis 4, 11, 18 et 25 mars avec Anne-Christelle en soirée à 7h. Voilà. Alors, je propose de clore avec un gros 5-6 minutes de méditation sur la déculpabilisation honnête de l'âme forte. Alors, c'est toujours bien pour méditer de juste donner un petit signal au corps en remettant le corps en posture alerte, d'avoir le dos droit. On dit des fois que la méditation, c'est de remettre son corps sur un cintre. Et on a le cintre avec les épaules, et c'est comme un cintre. Et si le dos est droit, c'est comme si tous les organes étaient comme des cravates et des chemises. Tout est installé sur le cintre convenablement. Et quand le corps est sur son cintre, l'âme peut s'échapper pendant quelques instants. Donc on profite du fait que le corps soit en position stable et confortable.
Prends le temps de bien respirer, de sentir toute la force que l'air apporte au corps. La vie physique du corps avec l'air, qui symbolise l'union parfaite entre mon corps et la nature. Que mon corps aspire, inspire et expire. Ce courant de vie que la nature m'offre à chaque moment. Et mon corps est en harmonie avec la nature. Et je prends le temps juste de ressentir la puissance de la nature à travers mon corps. Même de ressentir l'énergie qui se dégage de mes mains. Sentir la chaleur qui émane de mes mains, que je ressens sur mon corps. Et même si je garde mes yeux entrouverts, c'est comme si mes yeux exprimaient toute une douceur, la tendresse d'être en harmonie avec la nature. Et je me dis que mon corps appartient à la nature, que je l'ai emprunté, et que je joue mon rôle à travers mon corps. Je suis une entité distincte. Je suis l'âme, cette petite flamme au centre du front. Je suis cette étincelle de vie qui anime le corps et qui s'exprime à travers le corps. C'est moi l'âme qui pense. C'est moi l'âme qui ressent. Et ma personnalité est l'expression même de mon âme. Et j'avance dans le temps. Chaque jour est une nouvelle histoire. Chaque jour m'offre l'occasion et l'opportunité de grandir. Et je sais que mon corps a une histoire avec un début et une fin. Alors j'ai conscience que moi, l'âme, je cherche à vivre ma vie pleinement et aller chercher en moi tous les secrets de l'âme. Et on me dit qu'il existe au plus profond de l'âme toutes les vertus, toutes les qualités et tous les pouvoirs qui constituent l'essence de la spiritualité.
lorsque je reconnais l'appartenance de mon corps à la nature. Et l'harmonie entre mon corps et la nature. Je retrouve ma nature originelle, ma nature naturelle, la nature de l'âme. J'ai en moi cette capacité d'aimer et de devenir comme un océan d'amour. Cette capacité de trouver la paix qui devient aussi grande qu'un ciel de paix. Je peux faire rejaillir de l'âme des montagnes de bonheur. Je suis en harmonie avec ma nature intérieure. Je redeviens le maître de mes ressources naturelles, d'amour, de paix et de bonheur. Alors, bonne soirée, beau rêve.